Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Le 28 mai 2021, c'est la date d'aujourd'hui. Démarrons cette édition par son sommaire. Ils ont été graciés pour être ensuite kidnappés. La PRODH dénonce une dizaine de disparitions. Les victimes avaient récemment bénéficié de la grâce présidentielle. Vous entendrez le chargé de l'observation des prisons au sein de cette association. Et le manque de soins de santé serait à l'origine de la mort de 15 réfugiés burundais au camp d'Onduta. Les détails, c'est dans quelques instants. Et l'explosion d'une grenade a fait des blessés dans la province de Muramvya hier soir. Nous en parlerons au début de ce journal. À la présentation, c'est Emile Niwasumba. Bienvenue. Bienvenue encore une fois, je vous le disais en titre, une grenade a été lancée dans la nuit de ce jeudi par des personnes non encore identifiées dans un cabaret dans certains pierres situés dans la ville de Muramvya. 5 personnes ont été grièvement blessées. Certaines d'entre elles ont été évacuées à l'hôpital de Muramvya, d'autres vers Bujumbura. La police a déjà arrêté 10 personnes pour des raisons d'enquête. Cette attaque à la grenade a eu lieu au moment où, au chef-lieu de la province Muramvya, il s'observait une coupure de courant électrique depuis 10 minutes. Droits de l'homme à présent. Le décret portant libération de certains détenus ne devrait pas être un prétexte pour éliminer les prisonniers taxés d'opposants au régime en place. Ceci transparaît dans le communiqué de la PRODH qui défend les droits des prisonniers. Léon Nakiruta, observateur des prisons au sein de la PRODH, déplore que 10 prisonniers bénéficiaires de cette grâce présidentielle soient déjà portés disparus. Suivez Léon Nakiruta, c'est le chargé d'observer les prisons au sein de la PRODH. Le communiqué de la PRODH est relatif au phénomène de disparition forcée qui vise les anciens prisonniers libérés par la grâce présidentielle. D'abord, la PRODH a salué cette mesure du président de la République qui visait à libérer les prisonniers. C'est une mesure qui était salutaire à plusieurs égards. D'abord, la mesure venait désengorger les prisons saturées avec un taux d'occupation de 322%, ce qui rendait la vie insupportable dans les prisons. Et ensuite, la mesure incarnait une sorte de justice car la plupart des prisonniers étaient détenus non pas pour avoir enfreint à la loi, mais purement et simplement pour des faits politiques. Malheureusement, après la libération, nous avons entendu que certains prisonniers ont disparu dans des conditions non encore élucidées et souvent avec l'implication des personnes en charge de l'application de la loi, notamment les personnes en charge de la sécurité. Selon des informations à notre possession, 10 personnes sont portées disparues et sont composées essentiellement des anciens membres du FNL ou FNL ou membres du MSD. Donc, des gens qui depuis longtemps étaient dans le viseur du CNDD-FDD. Nous demandons des enquêtes impartiales afin que la grâce présidentielle ne se transforme pas en une stratégie pour éliminer les opposants politiques ou les gens considérés comme tels par le pouvoir de Gitega. Nous demandons aussi aux familles des personnes libérées d'informer les organisations de la société civile, les autorités locales ou la CICR chaque fois qu'un de leurs est disparu. Et enfin, nous demandons aux organisations de défense des droits de l'homme œuvrant au Burundi ou traversant le Burundi de rester mobilisées et de suivre de près cette situation combien confuse afin que la libération ne se transforme pas en une stratégie pour éliminer les présumés opposants en dehors des prisons. Léon Nakiruta, il est chargé d'observer les prisons au sein de l'Association pour la protection des droits humains et des prisonniers à PRODH. Une courte pause et nous parlons de la gouvernance dans le domaine de l'éducation. RPI. En cas de tricherie au concours national permettant le passage du fondamental au post-fondamental a été observé ce mercredi. Un des élèves du lycée SOS a été attrapé en flagrant délit en possession d'une grille de correction. Mais au lieu d'être sanctionné, il a poursuivi l'examen après l'intimidation de l'enseignant ayant découvert
cette supercherie par des policiers de l'API. Le point avec Elvis Nyomungere. Ce mercredi 26 mai 2021, un élève est attrapé en possession d'une grille de collection après une passation du concours national qui donne accès à l'enseignement post-fondamental au lycée SOS de Bujumbura. Ce dernier a aussi été prié de sortir de la classe. Une décision qui n'a duré que le temps de la cause, vu que les policiers de l'appui à la protection des institutions se sont aussi pointés pour terroriser les enseignants de la place, témoigne d'un des surveillants qui s'est entretenu avec la RPA. Nous avons été surpris par un élève qui s'est présenté en classe avec des radars au sommet, communément appelé embargo. Après d'être chassé de la classe, l'élève en question peut-être a téléphoné son père et la police de l'API s'est vite précipitée vers nous, c'est-à-dire au lycée SOS. Nous avons appris que l'élève en question est l'enfant de l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Gaspard Banyangimbona. C'est vraiment ridicule. Après un court entretien avec les policiers pour suivre nos sources, le surveillant qui a démasqué le tricheur a fini par céder et a autorisé l'élève à continuer la passation de l'examen. Notre collègue a en fait été contraint de continuer à surveiller un peu l'élève lorsque les autres avaient déjà terminé. Et c'est vraiment très déplorable de voir ce genre de comportement. Les policiers qui viennent terroriser les surveillants. Le prof en question avait peur donc de subir une sorte de menace ou de sanction. Il a accepté. Les enseignants du lycée SOS appellent le nouveau ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique de rigueur dans la surveillance de l'équipe qui choisit les tests afin de limiter les tricheries. Nous demandons au ministre actuel de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour ces gens qui distribuent les grilles de correction aux enfants. C'est-à-dire que, en principe, ça ne sert à rien de distribuer des grilles de correction au lieu de laisser les enfants travailler avec leurs têtes. C'est pas un bon service qu'ils rendent à ces enfants. Le même jour, au même lycée, une fille a été surprise en train de jeter un coup d'œil sur le copie d'un autre élève dans la classe. Elle a été contrainte de sortir de la classe. Ses copies ont été déchirées, ce qui a révolté ses camarades qui parlent de deux poids, deux mesures. Surtout que la jeune fille s'est rendue coupable d'une faute moins lourde par rapport à celle du fils de l'ancien ministre de l'Éducation. La passation de ce concours national qui a duré 3 jours a pris fin hier. Parlons économie sans transition. Après son adoption par l'Assemblée nationale, le projet de loi portant fixation du budget général de l'État exercice 2021-2022 a été adopté par les sénateurs. C'était hier, conformément au projet de loi le régissant. La population qui consomme certaines boissons contribue de 5 à 15 francs par bouteille à son budget. Onésime Dushimagid. Un contribuable qui achète une bouteille d'Amstel Bock dont le prix officiel est de 1400 francs burundais contribue au budget de l'État environ 6 francs. Lorsqu'il consomme la Primus 50 centilitres qui s'achète à 1000 francs burundais, il contribue une somme de 10 francs au nouveau budget général. Le gouvernement opère également un prélèvement forfaitaire libératoire d'impôts sur l'achat d'autres boissons comme prévu par le projet de loi sur le budget. La prémisse de 72 centilitres fait entrer dans le budget 15 francs lorsqu'un contribuable le consomme. Même ce projet de loi portant fixation du budget général de l'État a été adopté par les deux chambres du Parlement. Les députés avaient affiché quelques inquiétudes sur le projet en question. C'est ce dont nous allons parler dans nos éditions ultérieures. L'actualité dans le domaine de la santé, c'est cette réouverture de la frontière Gatumba programmée le 1er juin prochain, c'est mardi. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre de la Santé publique, Tadé Ndikumana, après sa visite à cette frontière burundo-congolaise, la frontière qui est actuellement dotée d'un centre de dépistage de la COVID-19. Suivez Tadé Ndikumana, c'est le ministre de la Santé publique. Nous sommes agréablement surpris parce que, comme vous l'avez constaté, les bâtiments répondent aux normes et cela permettra à ce que les prestataires de soins travaillent dans de bonnes conditions pour permettre à ce que nos voisins congolais et les burundais qui font le commerce à travers les postes frontaliers de Gatumba puissent aller et revenir sans problème et tout en préservant la santé de la population burundaise.
Donc nous avons vu que des bâtiments pourront aussi être installés à Mugina, dans la province de Makamba, mais aussi à Kobero. Actuellement, on utilise des tentes qui sont endommageables facilement, surtout pendant les pluies diluviennes, et même à l'aéroport international de Bujumbura. Donc après avoir constaté l'état d'avancement, le comité national a jugé bon qu'on puisse rouvrir les postes frontaliers à partir du 1er juin, c'est-à-dire la semaine prochaine. Les salles d'attente peuvent contenir, si on respecte les mesures de distanciation, 60 personnes. Jusque-là, on compte toujours se réunir au niveau du comité national, mais pour le moment, nous avons décidé de commencer par les postes frontaliers de Kobero et de Mugina. Les autres postes frontaliers restent pour le moment fermés, mais chemin faisant, avec de l'expérience qu'on aura acquise ici au poste frontalier de Gatumba et les autres 3 postes, on pourra voir comment ouvrir d'autres postes frontaliers. Le coût, tout ce qui est modalité pratique, ça sera précisé dans l'ordonnance qui va sortir la semaine prochaine, sera conjointement signé par le ministre de la Santé, de la Sécurité et celui de Sécurité. Le ministre Tade Ndikumana a également fait savoir que le gouvernement envisage la réouverture des autres postes frontières du pays. Dans le même secteur de la santé, l'insalubrité s'observe à l'hôpital du district de Murori, en commune Gisagara. Nous sommes en province Changuzo. Ce manque d'hygiène est causé par les montagnes d'ordures qui se sont formées dans les buissons tout autour de l'établissement. Les patients indiquent également que les locaux sont vétustes. Eric Nyonzima nous en dit plus. L'hôpital de Murori est entouré par des buissons, fait d'inondices de diverses natures. Ces buissons servent également de lieu d'aisance à certains passants. Ce patient témoigne. Le manque d'hygiène est dû au fait que les responsables ne défrichent jamais les alentours de l'hôpital, ce qui fait que les patients ne se donnent même plus la peine de se soulager dans les toilettes et se cachent derrière des buissons. L'autre problème soulevé par les habitants de Mororé est en rapport avec la vétusté des infrastructures, ce qui contribuerait à l'augmentation de l'insalubrité. Les locaux de l'hôpital de Murori sont très délabrés. Les toilettes n'ont pas de porte et ceux qui les utilisent font leurs besoins à même le sol car ils doivent garder un œil à l'extérieur pour que personne n'y fasse irruption et les surprenne. Donc, vous comprenez que les mouches y pullulent à longueur de journée et tous les jours. Les habitants de Mororé demandent aux responsables de cet hôpital de s'attirer à la salubrité de cet établissement sanitaire avant que les patients n'attrapent des maladies des mains sales. Après les inondations, les habitants de Gatumba regagnent progressivement leur ménage, mais ils font face à de nombreux problèmes. C'est ce dont nous allons parler après une courte pause. Le manque de latrines est l'un des problèmes majeurs dont font face les habitants de Gatumba après les récentes inondations, que ce soit pour ceux qui sont en train de regagner leur ménage ou encore ceux qui sont encore dans les tentes. Partout, c'est difficile de trouver des lieux d'aisance. Ces habitants craignent d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène. Le point avec Francine Mahoro. Après les inondations qui ont causé beaucoup de dégâts dans la zone de Gatumba, beaucoup de personnes ont dû se déplacer et aller vivre dans des tentes en attendant que ce problème soit résolu. Mais depuis peu, certains ont regagné les domiciles. Aujourd'hui, ils disent être confrontés à un manque de latrines, un problème qu'ils ont en commun avec ce qui restait dans les tentes. Pour le moment, tout ce monde craint d'attraper des maladies de manque d'hygiène. Cet habitat témoigne. Nous les habitants de Gatumba, même si nous sommes en train de retourner dans nos maisons, nous avons un sérieux problème de latrine. À Muyangi, derrière l'église catholique et vers l'hôtel Caroline, les gens sont en train de regarder leur domicile. Mais le grand problème qui nous perturbe est le manque de lieux d'aisance car c'est très difficile d'en trouver. Et si rien n'est fait dans les meilleurs délais, les maladies vont nous attaquer. Certains habitants de Gatumba qui ont déjà regagné le ménage indiquent qu'ils auraient déjà attrapé des maladies de mains sales. Nous souffrons déjà de maladies liées au manque d'hygiène. Et toute partie qui est entrée en contact avec cette eau sale
ou des manches. À cause de ces inondations, les gens ne savaient plus quoi faire et se soulageaient dans des sachets qu'ils étaient après dans cette eau. Donc, nous pensions d'assiettes eau pleines de ces déchets avec une odeur très nauséabonde, mais comme nous n'avions pas d'autre choix, nous étions obligés de passer par là. Le manque de ces latrines s'observe aussi dans le site qui abrite les sinistrés de ces inondations. Ceux qui sont à Kinyinya demandent que cet endroit soit désinfecté et que les construisent des latrines. La situation est pareille pour ceux qui vivent dans les tentes. Eux aussi n'ont pas de latrine alors qu'ils vivent très serrés dans un petit espace. C'est vraiment invivable. Donc, ce qui est urgent est que cet endroit soit désinfecté car les déchets sont éparpillés partout. Si c'est possible, qu'on nous fasse construire des latrines. Nos sources dans la zone Gatumba révèlent que cette zone connaît également la pénurie d'eau potable. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Hussein Nahetwa, le chef de zone Gatumba, mais en V. Quittons la province Bujumbura pour nous rendre à Chibitoke où la population de la colline Guicheke, commune Mugina, s'inquiète de l'allure de l'endommagement de leurs maisons respectives. 3 mois seulement après le retour de cette population victime du glissement de terrain de Nyamakarabo de fin 2019, plus de 20 maisons se sont quasiment effondrées. Le point avec Eloge Kwizera. Et sont au nombre de 203 maisons construites sur la colline Guicheke en zone Nyamakarabo de la commune Mugina. Ce sont des maisons construites par la population victime des glissements de terrain de décembre 2019 sur la colline Yemundu. La population a été assistée en matière de construction. Les murs ont été montés en se servant de perches entre lesquelles on a mis de la terre. Mais hélas, aujourd'hui, ces maisons se dégradent petit à petit et l'une après l'autre. Déjà, sur plus de 20 maisons, il ne reste que les perches seulement. La population se dit dépassée par les événements. Ça nous dépasse vraiment. On ne comprend pas ce phénomène. L'appel de ces habitants est justifié. En effet, ils craignent que ce qui s'est passé en 2019 se reproduise et fasse encore plus de victimes. Pour rappel, le glissement de terrain qui a eu lieu sur la colline Yemundu fin 2019 a fait plus de 20 morts, endommageant des biens et des maisons. Vous saurez que 250 ménages sur 1000 de la colline Yemundu, zone Nyamakarabo de la commune Mugina, devraient avoir des maisons grâce à l'appui financier donné par le PNIB. Merci Eloge Kwizera. L'hygiène menstruelle se célèbre aujourd'hui. Nous en parlons dans quelques instants. Je vous le disais tout à l'heure, le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale consacrée à l'hygiène menstruelle. L'UNICEF estime qu'en Afrique, 66% des filles ne disposent pas d'une bonne information sur la menstruation avant d'être confrontées à leurs premières règles, ce qui rend l'expérience négative et parfois traumatisante. L'instauration de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle remonte à 2014 et a pour but de communiquer et d'échanger sur l'amélioration de la gestion de l'hygiène menstruelle. À cette occasion, les femmes de la province Gitega disent avoir des difficultés à assurer leur hygiène en période de menstruation. Certaines d'entre elles utilisent encore des morceaux de leur pagne pour cette fin par manque de moyens financiers, ce qui est d'ailleurs à l'origine de diverses infections vaginales. Plus de détails avec Dani Claire, il la trouve. Un paquet contenant du serviette hygiénique pour femmes s'achète à 2000 francs burgundais. Un montant jugé exorbitant vu des revenus du citoyen lambda qui ne peut pas débourser mensuellement une telle somme. En effet, une fille ou femme en période de menstruation peut utiliser un paquet ou plus. À défaut du mien, certaines femmes et filles qui se sont entretenues avec la RPA révèlent qu'elles font recours à des morceaux de pagne ou de tissu issus des vêtements usagés, ce qui pourrait nuire à leur santé vu que ce genre de comportement est à l'origine des infections vaginales dont souffrent la plupart des femmes, surtout celles rurales, du moins selon les gynécologues. Ces femmes et filles demandent alors au gouvernement de revoir à la baisse le prix de ces serviettes hygiéniques en diminuant ou en exonérant ces produits. C'est un problème similaire qui est signalé au sein des réfugiés d'Onduta. Les femmes burundaises qui ont trouvé refuge affirment qu'elles sont confrontées à plusieurs problèmes
pendant cette période de menstruation car il leur est difficile de trouver des kits de dignité. Suivez l'une d'entre elles. Ici au camp de Nduta, situé en Tanzanie, nous les femmes et les filles nous sommes confrontées à des problèmes pendant la période des menstruations. Nous passons un moment sans bénéficier des kits de dignité. Ça fait déjà plus d'une année qu'on ne nous a pas donné de serviettes hygiéniques. La situation devient dans ce cas difficile pour des mères ou des filles, sans parler des élèves qui sont obligés de s'absenter à l'école. Les mamans utilisent des morceaux de tissu et on court le risque d'attraper différentes maladies. En fait, la propreté de ces morceaux de tissu n'est pas évidente car cela dépend des moyens dont dispose chacun vu que ce n'est pas tout le monde qui peut s'offrir le luxe de les laver régulièrement avec du savon. Et bonjour, des infections vaginales. Bref, nous lançons un appel au HCR pour qu'il nous assiste en serviettes hygiéniques. Voilà, c'est une Burundaise réfugiée dans le camp d'Nduta en Tanzanie. Restons à Nduta pour clore cette édition. Plus de 15 réfugiés burundais de ce camp sont morts dans une période de 3 semaines. Les informations fournies par certains réfugiés indiquent que ces Burundais seraient victimes de la non-assistance en soins de santé de la part de la Croix-Rouge. Reportage signé Emmanuel Niungeko. Depuis le mois de janvier de cette année, c'est la Croix-Rouge qui, pendant la journée, s'occupe des patients parmi les réfugiés burundais qui fréquentent les centres de santé au camp de Nduta en Tanzanie. Pendant la nuit, ces réfugiés sont reçus à l'hôpital de l'organisation Médecins Sans Frontières, hôpital communément appelé base. Pourtant, même si cette organisation travaille à tour de rôle, les réfugiés burundais de ce camp font savoir que la Croix-Rouge ne les aide presque en rien. La Croix-Rouge et le Médecins Sans Frontières ont chacun ses propres stocks de médicaments au sein du camp. Pourtant, la Croix-Rouge ne nous aide pas. Pendant la journée, on se fait soigner à la Croix-Rouge. Lorsqu'il s'agit d'un cas de paludisme, on dit qu'il n'y a pas de médicaments et on donne seulement des comprimés de paracétamol. C'est pour cette raison qu'on sera la nuit à l'hôpital de MSF pour avoir des services de qualité. Cela n'est pas un cas isolé parce que ça arrive souvent. Selon ces Burundais, la situation s'est aggravée il y a 3 semaines lorsque la Croix-Rouge a sorti un communiqué annonçant que tous les stocks de médicaments sont vides. Désespérés, certains réfugiés se contentent de l'automédication tandis que d'autres font recours aux médecins guérisseurs. Par conséquent, une source de la RPA révèle que plus de 15 réfugiés sont déjà morts au cours de ces 3 dernières semaines. Les réfugiés font recours à la médecine traditionnelle. Cela leur cause de grands problèmes parce qu'ils prennent ces médicaments n'importe comment. Certaines personnes prennent une quantité excessive, d'autres prennent une quantité insuffisante. Il y en a d'autres qui font recours aux féticheurs, ce qui leur cause d'énormes problèmes. J'ai vu de mes propres yeux 11 enfants de moins de 5 ans qui sont morts de cette manière. Je connais également 6 femmes enceintes qui ont perdu la vie avant l'accouchement. Tout cela à cause du mauvais service offert par la Croix-Rouge. La plupart des victimes vont à l'hôpital de MSF à la dernière minute en état critique. Durant les 3 dernières semaines, nous avons perdu au total 17 personnes suite à la négligence de la Croix-Rouge. Ces réfugiés burundais du camp de Nduta plaident pour que le domaine de la santé soit géré par l'organisation MSF comme auparavant. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables du HCR au camp de Nduta pour de plus amples éclaircissements. Et voilà, c'est par ce reportage d'Emmanuel Niungeko que nous mettons un point final au journal de la radio publique africaine de ce 28 mai 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.